gratuit. Venez rencontrer différents artistes qui ont des univers un peu fous mais très intéressants à découvrir. 9h03 sur la radio du bien-être. Très bonne suite de votre matinée. Rendez-vous demain matin pour la matinale. On va aussi beaucoup parler d'Europe. On va beaucoup parler d'Europe surtout. Grosse info sur l'Europe aujourd'hui. Est-ce que le Centre des Arts d'Anguin-les-Bains ouvre ses portes et installe des urnes, c'est ça? Non, ça oui. fait partie d'un des bureaux de vote. Oui, c'est un des nouveaux bureaux de vote. Quelle chance, Dominique. C'est lui qui gère. C'est pas le mot que j'ai employé, mais Heureux. Heureux. moyennement. Ça sera Bonjour, répété. bienvenue. Bonne émission. Mais je sais, là, c'est pas facile de tenir un théâtre et faire un gros théâtre dans un théâtre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, tout comme Philippe qui est à la technique avec moi aujourd'hui. Et puis aujourd'hui nous avons Pascal Boniface, vers 10h, qui est directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et qui reçoit Bastien Alex pour parler et pour faire le bilan de la COP 24. Mais aujourd'hui on va parler bien sûr culture et puis on va parler commerçant avec mes deux invités du jour qui sont Dominique Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de la ville d'Anguin et directeur du Centre des Arts à Anguin, bien sûr. Avec vous, on parlera de l'incubateur que vous hébergez, c'est le Numérique Lab, et puis des nouveaux arrivants pour cette nouvelle saison. Et puis aussi, on va parler de forêt augmentée. À vos côtés, Philippe Amouroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Maru Connecté et puis vous êtes aussi gérant d'une agence de communication qui s'appelle parisbeauté.fr. Mais avec vous, on va parler surtout de nos commerçants bien aimés, comme vous dites, et du commerce don. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces deux formules. Mais tout d'abord, comme d'habitude, eh bien, les infos du jour. Évidemment, nous poursuivons notre voyage en Europe car ce dimanche, nous devons tous aller voter pour l'avenir de nos enfants et notre avenir à nous également, même si nous fêtons dimanche les fêtes des mères. Alors, tout d'abord, première info, eh bien, c'est ce que l'Europe a changé. Eh bien, par exemple, l'étiquetage des produits du marché, les légumes, les fruits, les produits de la mer. Par exemple, sur les produits de la mer, la zone de pêche, la technique de pêche pour les poissons doivent être extrêmement détaillées. Ce qui a changé, eh bien, la monnaie, bien sûr, l'euro qui a facilité nos échanges et nos achats commerciaux. Excusez-moi. Et puis aussi l'Europe qui veut sécuriser nos transactions par carte, car à partir de septembre prochain, en plus du SMS, la banque devra nous proposer une seconde identification par empreinte digitale, par exemple. Et puis aussi les achats par Internet. On a maintenant un délai de rétractation de 14 jours. Et puis aussi fin des frais d'itinérance, que ce soit pour les appels SMS ou Internet, plus de surtaxe. On peut utiliser notre téléphone portable au même tarif que dans son pays d'origine, quel que soit le pays de l'Union dans lequel on voyage. L'Union européenne a également permis l'accès gratuit au numéro d'urgence et le droit de résilier son abonnement téléphonique en gardant son numéro préféré. Les voyages dans les airs aussi sont plus abordables grâce à la concurrence européenne et la création de compagnies low cost, et puis aussi l'indemnisation en cas de retard beaucoup plus importante qu'avant. Tout le monde peut voyager, d'ailleurs le nombre de vols est passé de 10 000 à 23 000 vols. Mais aussi l'Europe, saviez-vous qu'elle finance la culture à hauteur d'1,46 milliard d'euros. Voilà, c'était la première info du jour sur l'Europe. Deuxième info du jour, eh bien, selon le démographe français Hervé Lebras, chercheur émérite à l'INED, les Français devraient être plus enthousiastes quand ils se comparent aux autres pays. La pauvreté est plus faible en France que dans tous les autres grands pays européens. Les inégalités de revenus sont largement plus faibles en France que dans tous les autres pays européens. L'espérance de vie aussi est plus élevée, d'ailleurs en Europe que dans le monde. Près de 2/3 des foyers français possèdent leur logement contre moins de la moitié en Allemagne. Et c'est en France que la charge financière du logement est la plus faible en Europe. Pourtant, à nous écouter, tout serait pire en France, dit-il. Pour construire un avenir formidable, eh bien, il suffirait de peu de choses à la France. Il nous suggère de construire un esprit national et d'arrêter de critiquer systématiquement les autres, de vivre une démocratie
apaisée et responsable et de laisser les élus faire leur travail. Il nous suggère aussi de travailler plus, car la dette ne peut pas durablement remplacer le travail pour financer notre qualité de vie. Avoir moins de retraités et moins de fonctionnaires pour apporter 50% de travail marchand en plus, ce serait bien. Il nous propose d'exporter plus, d'investir plus et de consommer moins, et puis de consolider les forces européennes et d'aller développer un petit peu l'Afrique au lieu, dit-il, de piller ses ressources les plus dynamiques. Voilà, c'était la seconde info du jour. Troisième info du jour, et bien cette fois, au niveau européen, je vais vous expliquer quels sont les partis au Parlement européen. Il y a 8 familles politiques qui composent ce Parlement européen de Strasbourg. Donc voici un aperçu des tendances avec lesquelles devront composer les nouveaux députés qui vont être élus ce dimanche. Même si pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, la montée du populisme menace cette entente. Le bouleversement, bien sûr, pèsera sur la nomination du prochain président de la Commission européenne, puisque la famille politique arrivée en tête des élections revendique ce poste. Actuellement, il y a 751 des eurodéputés qui sont organisés donc en 8 groupes différents pour travailler ensemble selon leurs affinités politiques. Alors voici le premier, c'est la droite pro-européenne, de loin la force la plus importante. C'est le Parti populaire européen, le PPE, qui compte 217 eurodéputés sur les 751. Parmi les partis politiques qui le composent, on retrouve la CDU-CSU, l'Allemagne, les Républicains pour la France, Forza Italia pour l'Italie, Partido Popular pour l'Espagne ou encore Fidesz en Hongrie. Le PPE s'est choisi comme chef de file l'Allemand Manfred Weber, membre de la CSU, parti frère bavarois de la CDU d'Angela Merkel. Âgé de 46 ans, cet ingénieur de formation a fait toute sa carrière à Bruxelles. Il est eurodéputé depuis 2004 et président du groupe parlementaire du PPE depuis 2014. Le parti numéro 2, c'est les sociodémocrates. Ils ont 186 eurodéputés sur les 751. Ils regroupent le Parti socialiste européen, le PSE, qui risque, comme le PPE, de voir son influence considérablement réduite après dimanche. Il est composé de sociodémocrates allemands, du SPD, du SPO en Autriche, du Parti socialiste en France, du Parti travailliste en Grande-Bretagne, de PSOE en Espagne, du PD Italie et du Parti van der Arbeid des Pays-Bas. Voilà, le néerlandais Frans Timmermans est le candidat du PSE pour la présidence à la Commission européenne. Il est actuellement vice-président de la Commission et c'est le bras droit de Jean-Claude Juncker qui est actuellement le président de la Commission européenne. Et Frans Timmermans est âgé de 57 ans, il parle 6 langues à la perfection. Il a été ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas entre 2012 et 2014. Le troisième parti, c'est la droite eurosceptique, avec 76 députés. Les conservateurs et réformistes européens, le CRE, sont la troisième force de l'Assemblée de Strasbourg. Parmi les membres, le parti conservateur de la première ministre britannique Theresa May, le parti polonais Droit et Justice, le PIS, actuellement au pouvoir, ainsi que le parti nationaliste belge, l'alliance néo-flamande NVA, le parti souverainiste français Debout la France, présidé par Nicolas Dupont-Aignan, s'y est associé dans une coalition pour une Europe des nations. Leur candidat est le Tchèque Jan Zahradil, âgé de 56 ans, qui est président donc de cette formation. Quatrième force à l'Europe, c'est les libéraux de l'ALDE, quatrième force avec 68 eurodéputés, qui espèrent jouer un rôle pivot au Parlement dans le partage des postes d'institutions européennes. Ils devraient s'allier avec la République en marche d'Emmanuel Macron pour créer un groupe plus large et centriste. Les partis membres, c'est le FDP en Allemagne, l'Open Vlaam Liberalen en Democraten en Belgique, le VVD du Premier ministre néerlandais Mark Rutte, l'Alliance libéraux et démocrates pour l'Europe, ALDE, n'a pas nommé de candidat en particulier pour la présidence à la Commission, mais une équipe de 7 personnalités. Parmi elles, la commissaire européenne à la concurrence, la danoise Margrethe Vestager, qui a 51 ans et qui est connue pour son intransigeance vis-à-vis des géants de la Silicon Valley, mais aussi autre candidat, le Premier ministre belge Guy Verhofstadt, chef
du groupe de l'ALDE au Parlement européen. Il était la tête de liste lors du dernier scrutin en 2014. Cinquième parti, c'est les Verts. Actuellement, cinquième ex-aequo avec la gauche radicale. Les Verts sont forts de 52 eurodéputés. Ils espèrent bien sûr profiter de la popularité de la thématique du climat, surtout auprès des jeunes électeurs. Parmi les partis membres, il y a le Bündnis 90 d'Allemagne, Europe Écologie pour la France, Die Grünen en Autriche, Miljöpartiet de Grona en Suède. Ils sont très attachés à la parité et ils ont deux candidats, un homme et une femme, comme ils l'avaient déjà fait en 2014. Il s'agit de l'Allemande Ska Keller, 37 ans, déjà candidate en 2014, et du Néerlandais Bas Eickhout, 42 ans. Sixième parti, c'est la gauche radicale. Cinquième ex-aequo avec les Verts. Le groupe de la gauche radicale a pour parti membre Die Linke en Allemagne, le parti communiste français, Syriza du Premier ministre grec Alexis Tsipras, et au moment du scrutin de 2014, la gauche unie européenne avait pour tête de liste M. Tsipras, qui n'était alors pas encore Premier ministre. Pour 2019, ce parti a deux candidats en tête de liste, la Slovène Violeta Tomic, âgée de 56 ans, et Nico Coué, un Espagnol de 62 ans, ancien syndicaliste, arrivé enfant en Belgique où il a vécu la majeure partie de sa vie. Septième parti, les europhobes et populistes, hétéroclites, l'Europe de la liberté et de la démocratie libérale, l'ELDD, c'est la sixième force du Parlement européen avec 41 eurodéputés qui comptent dans ses rangs 14 membres du mouvement 5 étoiles italien et 17 élus britanniques, dont les partisans de l'europhobe Nigel Farage, qui a fait scission, et bien sûr, qui a créé le parti pro-Brexit UKIP. Côté français, il compte notamment Florian Philippot, ex-bras droit de Marine Le Pen. Huitième parti, c'est l'extrême droite, classé huitième avec 37 eurodéputés. L'Europe des nations et des libertés, c'est l'ENL, qui regroupe les partis d'extrême droite nationalistes tels que le Rassemblement national de Marine Le Pen pour la France, la Ligue italienne du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, le parti d'extrême droite autrichien FPO, ce dernier frappé de plein fouet par un scandale qui a entraîné la chute de la coalition qu'il formait avec les conservateurs. À noter tout de même qu'il y a 21 eurodéputés qui n'appartiennent à aucun groupe. Alors, pourquoi je vous parle de ces 8 partis? Parce que 3 postes clés sont à reprendre. La présidence du Parlement européen, celle de la Commission européenne et celle de la Banque européenne d'investissement. Et pour une fois, il y a des doubles candidatures, à la fois par les Français et à la fois par les Allemands. Voilà, donc je vous ai parlé de quelques candidats tout à l'heure d'ailleurs. Et chez les Français, bien sûr, il y a Michel Barnier qui a négocié le Brexit. Alors pourquoi c'est important, ces partis, et pourquoi je vous en ai parlé? C'est ma dernière info du jour. Parce qu'il y a 5 sujets importants pour notre avenir et sur lesquels les eurodéputés doivent prendre position. Le premier, c'est le budget pour les 5 années à venir, c'est-à-dire les dotations pour les grandes orientations budgétaires pour notre avenir. Le deuxième sujet, c'est l'euro. L'euro, c'est la colonne vertébrale de l'Europe, alors qu'il n'est seulement qu'une monnaie d'usage et non pas une devise de puissance comme le dollar qui existe depuis 100 ans. Les eurodéputés vont devoir réorganiser la gestion de notre monnaie en s'imposant face à la Banque centrale européenne qui a certes sauvé nos systèmes financiers, mais qui a fragilisé les conditions de vie des classes moyennes et populaires partout sur le continent européen. Troisième sujet, c'est la fiscalité à réguler d'urgence. Il va falloir accélérer sur la fiscalité pour réussir notre économie et notre futur, car à ce jour, c'est un échec. Il est incompréhensible que dans un ensemble économique où les marchandises, les richesses circulent librement, que les régimes fiscaux se fassent concurrence pour appâter investisseurs ou entreprises. L'Union d'ailleurs demeure le champion, prospèrent les paradis comme le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas où les GAFA et leurs lobbies font la loi. Quatrième sujet, c'est tirer parti des accords commerciaux. Les futurs élus vont devoir trancher sur les accords commerciaux. Donald Trump ambitionne l'implosion de l'Europe pour imposer ses règles et le Made in USA à tous les étages, tout comme la Chine qui veut nous imposer le Made in Chine. Et là, l'Europe se protège très mal. Nos eurodéputés devront donc mieux gérer nos entreprises et exiger des réciprocités. Au total, c'est 450 millions de consommateurs qui ne veulent pas d'OGM ou de médicaments mal dosés ou de jouets dangereux ou de monopoles étrangers sur nos données privées. Enfin, cinquième sujet, les frontières, redéfinir les frontières des lois américaines. Il faudra se pencher sérieusement sur l'extraterritorialité des lois américaines, celles qui interdisent à PSA de vendre des voitures en Chine,
à Total d'explorer du gaz au Moyen-Orient ou à nos entreprises du Val d'Oise, par exemple, de vendre en Iran ou bien à nos banques de payer des amendes colossales parce qu'un juge de New York en a décidé ainsi. L'Europe peut donc encore redresser la barre, tant financièrement, économiquement que technologiquement, mais sur le terrain, les intérêts des 27 sont à géométrie variable et souvent divergente. Cela devient dangereux dans notre monde où ce sont les rapports de force qui dominent. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est lucide lorsqu'il dit que sans l'Europe, nous nous ferons dépecer. Voilà pourquoi cette année, c'est encore plus important d'aller voter. Je suis en avance sur la musique. Ce que je veux dire, il y a 2 extraits de Dominique là. Oui, on peut les mettre. Ouais, j'ai les 2 extraits. Tu les mets consécutivement, les 2? Dominique, on les met successivement, on les met non? Comme vous voulez, pas forcément successivement. Hein. C'est mieux, ça donne un plus de rythme sur Dis donc, je les ai fait vite mes infos. Est-ce que vous voulez réagir? J'ai remarqué, non. J'ai remarqué. C'est très trop vite. Hein. Non, c'est bien. Bah, il faut, parce que sinon on s'ennuie. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était compréhensible. Ah, complètement. Oui, oui. Ah oui. C'est qui ça déjà? Je sais plus. Ah, très bien. Je l'ai rencontrée plusieurs fois, Nathalie Dessay. Elle est très gentille. Elle est très accessible. J'ai un ami qui l'a accompagné là. Elle était sur un truc. Et justement, elle en a ras-le-bol de chanter. C'est pour ça qu'elle s'est lancée dans le jazz, c'est ce qu'elle m'expliquait. C'est bien. Bah, écoute, voilà. Bah oui. Par contre, là, quand j'en discute avec Bernard Nantes, il est en colère. Hein. C'est pas normal. Non, mais je pense que c'est aussi un problème de fatigue de la voix. La voix magnifique. Alors donc ça, ok, Nathalie. Ça s'appelle comment ce titre-là? I'm a fool, I want you. I want you. Ah oui, c'est la reprise de... Qui c'est? Je sais plus qui. Alors, le premier Beautiful Day. Je pense que je l'ai dans mon téléphone, l'original. Le photo. Vous pouvez mettre vos casques, si vous voulez bien. Ça vous permet de voir quand vous parlez en dehors du micro, quand vous allez prendre la parole. Donc Dominique, fort augmenté, incubateur. Et c'est tout. Et puis aussi l'actualité du moment. Hein, les actus. On va y retourner, parce que là, ça fait déjà 2 minutes. Comme je te dis les trucs. Ouais. Voilà. Donc la messe, les 2 la messe. Et après, Dominique, je peux quand même vous demander au niveau de l'Europe. Je m'entends pas. Dominique, je peux quand même vous demander au niveau de l'Europe si dans les demandes de subvention ça joue, non? Vous voulez pas? Ou est-ce que ça joue quelque chose pour vous? On y va. Voilà, c'était la magnifique voix au bar de l'économie de Nathalie Dessay qui a décidé, vous vous souvenez, de changer sa carrière et de passer de l'opéra au jazz. C'était donc un extrait de son disque et elle a interprété un titre très connu qui c'est I'm a Fool to Want You. Voilà, donc après les infos du jour sur l'Europe, eh bien, je vous rappelle qu'aujourd'hui, je suis en compagnie de Dominique Rolland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien et directeur du Centre des Arts, d'Enghien-les-Bains bien sûr, et puis de Philippe Amouroux, président de l'association Maru Connectée, et pour qu'on parle de Mon commerçant bien-aimé. Alors Dominique Rolland, vous êtes donc... comme je le disais, directeur du Centre des Arts, énormément de manifestations, beaucoup de diversité d'ailleurs au Centre des Arts. On va parler de l'actualité tout à l'heure. Tout d'abord, la première spécificité, c'est le Numérique Lab, l'incubateur qui accueille des entreprises. Alors là, il y a une nouvelle série d'entreprises qui va être accueillie. Quelles sont-elles? Ah oui, alors l'incubateur se porte bien, puisque
tous les 2 ans, puisque un incubateur, c'est un Numérique Lab, c'est un lieu où nous accueillons des startups, des entreprises qui sont en phase d'amorçage, c'est-à-dire qui structurent en quelque sorte leur entreprise à partir d'une structuration qui est à la fois économique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un business plan, hein, tout simplement, et puis une structuration qui est juridique, puisqu'il faut trouver la forme d'entreprise qui correspondra le mieux à l'activité. Alors, ce Numérique Lab qui a été mis en place à partir de 2015, mais d'une façon plus opérationnelle en 2016, a vu d'abord, je fais un petit peu un rappel en arrière, venir des entreprises qui étaient à la fois ce qu'on appelle dans un environnement qui est culturel artistique, c'est-à-dire proche ce qu'on appelle des industries créatives. Voilà, la spécificité, c'est bien précis. La spécificité du Numérique Lab, c'est culturelle, créative. Voilà, ce ne sont pas des tambours de machine à laver, ni forcément des services dans le sens large qui sont tout à fait intéressants sur le plan sur l'innovation. Mais là, on est relié à un environnement, à un écosystème qui est celui d'un lieu qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec de la danse, du spectacle, de la musique, puis des expositions liées à une spécificité qui est le numérique, pour rappeler ces éléments. Et puis, au départ, c'était un peu difficile parce qu'il y avait des candidats qui se présentaient avec des projets très intéressants, mais qui étaient beaucoup plus généralistes, qui correspondaient mieux à de l'offre de service qu'un regard sur un aspect culturel. Alors, nous avons accueilli parmi ces entreprises donc, ce qu'on appelle des makers, des intégrateurs de technologie, qui travaillent pour la communication, la publicité. Je pense aux Champs-Élysées, je pense à une entreprise qui depuis d'ailleurs a agrandi. Et ces entreprises restent en moyenne 2 ans. Et au bout des 2 ans, eh bien, partent et volent de leurs propres ailes. Alors vous pensiez à qui justement? Alors oui, je pense en particulier à l'expérience qui est l'aboutissement finalement de l'intérêt de cet incubateur sur le Val d'Oise, d'ailleurs, c'est Diplopixel. Diplopixel est une entreprise qui a créé un Indie Guide, qui est un guide qui référence sur une vingtaine de capitales dans le monde, tous les lieux où l'on programme des choses qui ne sont pas institutionnelles, mais des choses intéressantes, vous savez, qui ne sont pas toujours connues de la communication. Ils en ont fait c'est leur différentiel et c'est la valeur ajoutée. Donc ce sont des journalistes avec à la fois des compétences de programmeurs, de développement en ligne sur Indie Guide. Et Indie Guide, ça a été l'entrée. Et puis, comme nous travaillons, il faut savoir que cet incubateur est le fruit d'un travail qui est partagé avec Plaine Vallée, hein, qui est la communauté d'agglomération. Et puis, de concert, bien sûr, avec le Val d'Oise. Et quand nous avons commencé à travailler ensemble, c'est-à-dire que Plaine Vallée a apporté sa contribution à la fois sur l'accompagnement de l'entreprise de Diplopixel sur le plan juridique, sur le plan économique, et puis le Centre des Arts sur l'accompagnement artistique et culturel. Alors ça a donné lieu à un événement qui s'est déroulé hier, que je voudrais commenter, puisque c'est la forêt augmentée. Ça se déroule dans la forêt de Montmorency, et c'est une initiative qui est portée, d'abord, qui est une initiative de la communauté d'agglomération et aussi de l'Office national des forêts. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que pour valoriser un patrimoine, eh bien, l'ONF est d'abord le premier partenaire, et suivi bien sûr par Plaine Vallée, c'est-à-dire qui a engagé un développement d'activités touristiques sur son territoire par le biais de son office de tourisme intercommunal. Alors, en l'occurrence, c'est important puisque l'inauguration s'est faite hier et le président du conseil d'exploitation de l'office de tourisme intercommunal n'est autre que Philippe Sueur. Et le maire d'Enghien-les-Bains. Le maire d'Enghien-les-Bains. Et la contribution était celle également du département, de la région. Et puis, ce que Plaine Vallée a fait, en connaissant bien, puisque Plaine Vallée travaille sur la partie économique au sein d'incubateurs, avec une connaissance mutuelle, nous avons travaillé ensemble
tous, c'est-à-dire à la fois les historiens, les professionnels du tourisme, l'Office national des forêts. Comment valorise-t-on un patrimoine? Eh bien, valoriser un patrimoine, c'est rendre accessible. En réalité, un patrimoine, une forêt, ce sont des strates, c'est un peu comme un millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a un peu des sédiments d'histoire. C'est-à-dire quand vous arrivez dans la forêt de Montmorency, l'expérience, il faut la vivre. J'invite nos auditeurs à aller faire cette expérience. Vous avez un téléchargement d'une application qui est géolocalisée. Donc c'est ça la nouveauté, la nouveauté de ce que vous appelez de la forêt l'hypopixel, remontée, qui a réalisé l'hypopixel. Et puis en plus, c'est très proche de nous, c'est au château de la Chasse à Montmorency. Exactement, dans un lieu qui est remarquable, un site qui est remarquable. Et on parcourt, et en parcourant, eh bien, on retrouve la parole de Jean-Jacques Rousseau. On va dans le cimetière Bosque et on retrouve des temps forts qui sont sous l'époque de la Révolution. C'est-à-dire que on réinvestit finalement l'histoire qui a imprimé, qui a dans le fond marqué cette forêt, qu'on ne peut pas imaginer, y compris la faune, la flore, l'ensemble de... Ah oui, donc on éléments. entend tout. Les oiseaux, les contes, les gens, enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont apportées. Et l'originalité là-dedans, c'est finalement moi ce que je dis souvent, c'est finalement révéler l'invisible. C'est-à-dire la forêt augmentée, c'est montrer ce qu'on ne voit pas. Et là, au lieu de le montrer d'une façon visuelle, puisque la forêt, là, elle est tellement forte, elle est tellement prégnante, et c'est un endroit d'abord de parcours, de flânerie, de promenade. Voilà, de promenade. Eh bien, on a tout est à l'oreille. En fait, c'est une promenade culturelle, plutôt qu'avant où on se promenait sans rien et on pouvait regarder simplement et faire le tour du château de la Chasse. Là, maintenant, on peut en même temps avoir des expériences auditives et en plus des expériences de sensations. Alors, c'est sonore. C'est-à-dire que on est marqué par des applications qui sont d'abord visuelles et souvent qui sont tellement abondantes visuellement qu'elles portent même quelques dangers. C'est de nous faire entrer dans un écran finalement et oublier tout ce qui est en interaction avec la réalité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le paysage est là, dans sa réalité, nous marchons, et en même temps, nous avons, selon l'endroit où nous nous déplaçons, apparaissent à l'oreille, eh bien, surgissent des personnages qui ont été à cet endroit, ou des éléments qui concernent la nature également, les oiseaux, qui concernent les espèces. C'est-à-dire tout un ensemble de choses que nous ne comprenons pas à première écoute, et en même temps qui permet de garder notre disponibilité pour en même temps découvrir le paysage, mais le découvrir à différentes époques. Alors ça, c'est Diplopixel qui l'a fait, et que vous aviez incubé au Numérique Lab il y a combien d'années maintenant? Alors c'était en 2016. 2016, 3 ans, c'est ça. Diplopixel est arrivé au sein de l'incubateur du Numérique Lab, et on est parti à la fin d'année 2018. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de là, il y a une réflexion qui s'est faite sur le tourisme et la culture. Et le CDA a continué, le Centre des Arts, à accompagner cette expérience pour l'intérêt qui est le tourisme et les visiteurs, c'est-à-dire en réalisant les enregistrements sonores, puisque les enregistrements sonores sont pour l'application. Et donc c'est une participation qui s'est faite collectivement. Et je veux rappeler que cette application alors il faut évidemment aller plus loin, mais elle serait dans les 2 existerait en Europe. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours nous sommes donc toujours dans une prospective et une façon avancée. Et j'ai eu la chance de participer en tant qu'invité par l'Organisation des Nations Unies au 4e Congrès mondial du tourisme et de la culture. Et j'ai présenté cette application, et j'avais autour de 32 ministres de la culture et du tourisme qui étaient très intéressés par cette approche. Pourquoi? Parce que souvent, on parle du patrimoine qui a été détruit, c'est-à-dire par les guerres, par l'usure du temps, et qu'on révèle en 3 dimensions avec de très belles applications en images. Mais un parcours sonore géolocalisé qui participe à montrer ce qu'est un patrimoine naturel, c'est-à-dire une forêt, un patrimoine remarquable, c'est une approche,
je dirais, qui est au cœur je ferai le lien avec votre présentation de rappel sur l'Europe, c'est le développement durable. Et le développement durable, c'est pas bien sûr que l'environnement, c'est un ensemble d'éléments qui participent, si vous voulez, à l'accès au savoir, à l'éducation, en même temps, faire que la créativité soit un moteur de développement des territoires. On va faire, si vous voulez bien, Dominique Rolland, une seconde pause musicale, cette fois avec la messe. C'est vous qui l'avez choisie. Le titre, c'est Beautiful Day. Vous nous direz pourquoi après. On écoute d'abord. Mais alors, la forêt augmentée, Dominique, la forêt augmentée, Oui. comment on fait si on veut? Il faut réserver, En ce moment, c'est déjà en place. Il y a un stand où vous arrivez, on télécharge l'application, et puis vous avez un guide qui est avec, pour indiquer tous les endroits, parce qu'il y a aussi la possibilité, si on se déplace, d'avoir des parties sonores qui sont indépendantes. Ça, vous allez me le dire concrètement. Voilà. Et puis après, on va parler des autres candidats quand même. Oui, mais je pensais que c'était bien de recontextualiser. Voilà, oui, c'est Jean-Jacques Rousseau, là, on a dit quelques images, de l'iconographie, puis après... Un peu la voix Björk. Oui, c'est un ballon Ça, c'est quand ça? C'est ce soir. C'est ça. On arrive, il faut arriver à 18h30. Alors j'ai dit à Philippe, et il me dit, ah non, je peux pas, j'ai encore quelque chose. Non, c'est la dernière fois que je voulais venir, mais j'ai pas pu. À chaque fois, il y a un truc. Hein. La dernière fois. Et puis là, on ouvre la terrasse, le bar derrière, à l'extérieur. C'est super. Hein. Et alors, tout le monde reste. C'est parce que moi, il faut que je prépare demain, j'anime l'université d'été de l'Union des maires, il faut que je me prépare quand même. Ah oui, c'est sûr. Je suis crevée en plus, alors là, dans ce sens, c'est à 18h30. Oui, à partir de 19h jusqu'à 20h, 20h. Ah oui, ça finit tôt, ça va. Oui. C'est la dernière fois, j'aurais bien voulu venir. C'était bien, hein, la Chica, c'était... Ah ouais. Ah, puis je voulais venir vendredi dernier, mais je pouvais pas. Ouais. Puis là, avec Youssouna, je voulais écouter. Youssouna, c'était génial. Vous l'avez enregistré? Alors, enregistré, on n'a pas le droit de... Non, mais vous avez quand même un peu... On a un enregistrement, France 3 est venu. Donc François va diffuser. Elle a un fan club assez incroyable, hein, parce qu'elle a enregistré. Elle a été ravie d'être ici. Bon, c'était nous, de toute façon, on était complet depuis 3 semaines. C'est normalement bien. C'est bien. Et puis donc, ce soir, demain, c'est écrit Paris. Demain soir. Ouais, et après-demain, c'est Barbara Yannes. Ah bon? Alors attendez, donc vendredi, c'est l'écrit de Paris. Oui. Et samedi? Et samedi, c'est Barbara Yannes, la première soprano de l'Opéra National de Cuba, avec un pianiste assez... Donc ça, c'est l'actualité de tout à l'heure, ok. Ah, oui. Bon, on reprend là, parce que après, il faut que chacun ait le temps de parole, donc là, il faut qu'on active. Oui, tout à fait. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Dominique Rolland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien-les-Bains et directeur du Centre des Arts, et puis de Philippe Amouroux, président de l'association Ma Rue Connectée. Dominique Rolland, vous nous parliez de la forêt augmentée, juste avant cette pause musicale. Mais tout d'abord, expliquez-nous cette pause musicale. Pourquoi avoir choisi la messe Beautiful Day ? La messe, tout simplement parce que, d'abord, nous avons, c'est la 5e date, parce que nous avons développé sur ce lieu qui est finalement à la fois un lieu de convivialité, qui est cet endroit, ce foyer finalement, qui est le hall du Centre des Arts, qui est un peu le carrefour, si vous voulez. Quand vous allez au cinéma, vous passez par cet endroit. Quand vous allez voir l'exposition de Geoffrey Shaw sur les arts numériques, vous passez par cet endroit. Quand vous allez au spectacle, c'est un lieu incontournable. Et ce lieu, eh bien, avec un bar, avec une animation, on en a fait un lieu de diffusion et de production, avec donc 5e date avec la messe, qui correspond à la fois à une musique qui est à la fois électro et à la fois pop, parce qu'on a à peu près tous les genres se rencontrent. Et pourquoi la messe? Parce qu'elle correspond aussi à pas une tendance, mais aussi à cette partie nappe musicale qui est c'est un peu l'influence de Massive Attack, ces groupes. Et puis en même temps, on donne aussi une place
à des jeunes talents ou des talents qui sont en émergents, développement de carrière. Voilà. Et c'est vrai que c'est en même temps un moment où l'accès d'abord est gratuit. C'est quand même important. On passe la soirée, donc c'est un peu lunch. Hein, c'est un peu un apéritif en fait. Oui, c'est aussi un moment d'échange aussi. Et donc là, on en est à cette 5e programmation. Et donc c'est ce soir, on va rappeler. C'est ce soir. À quelle heure? Il faut être là à partir de 18h30. Et on poursuit la soirée, bien sûr. On a à peu près 1h15 de concert. Et puis la soirée se poursuit. Et puis à 20h, c'est 20h, 20h30, c'est terminé, c'est ça? C'est terminé, mais après on poursuit avec toute l'ambiance sonore qui va bien avec. Ah oui, donc on peut faire des jolies petites soirées avec ses copains en venant au Centre des Arts. Donc c'est tous les mois maintenant. C'est tous les mois. Et au départ, évidemment, on disait, mais beaucoup vont être, disons, de générations qui sont des moins de 30 ans. Et finalement, ce sont des familles qui se déplacent. C'est-à-dire que c'est des moments, des familles, des amis qui souhaitent passer une soirée ensemble. Et ça a du sens parce que c'est un autre format que celui du spectacle tel qu'on le conçoit quand nous recevons Youssouna ou d'autres artistes. Alors finissons, si vous voulez bien, revenons à la forêt connectée qui se passe en forêt de Montmorency au château de la Chasse. C'est donc du côté de Montlignon pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous le savez maintenant. Donc, comment ça se passe? On arrive là-bas et on nous donne des éléments, on les loue, enfin je sais pas. Non, non, ce qui est le plus simple, c'est de télécharger l'application en arrivant. Donc là, c'est assez simple. Et ensuite, donc c'est un parcours sonore géolocalisé. Donc on suit le parcours. Si on s'aventure à aller sur un autre chemin, on va être rattrapé par le surgissement finalement sonore des personnages qui ont habité cette forêt de Montmorency, ces lieux. Et c'est intéressant parce qu'on a expérimenté tous hier sur les bancs. On nous ramenait vers... Donc hier, vous avez expérimenté la forêt augmentée. Oui, avec Jean-Jacques Rousseau qui disait qu'effectivement, c'était de la pensée en marchant et donc on intègre finalement, on s'approprie des éléments d'histoire, quelles que soient des époques, à partir notamment du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, dans un même temps de marche et de promenade. Voilà. C'est flâneur. Effectivement, c'est flâneur. Donc, quels sont les autres nouveaux arrivants au Numérique Lab pour la nouvelle saison? Alors, la plus-value, finalement, le différentiel justement qui montre la spécificité de cet écosystème autour de la création numérique et de l'art. Eh bien, c'est aujourd'hui, nous avons eu 5 candidats qui venaient d'univers très différents, certains d'ailleurs sur des applications qui se font jour, et je pense qu'il y a un vrai marché là en devenir. Peut-être mon voisin va en parler. Nous avons retenu sur ces 5 candidats 2 candidats, avec un candidat qui a monté un projet qui est en train de se structurer. Et donc le but, c'est l'accompagnement artistique que l'on va faire, l'accompagnement juridique et l'accompagnement économique. C'est le studio de l'imaginaire. Alors, ce studio de l'imaginaire, c'est donc composé de son fondateur qui est passé par l'école internationale Marceau, qui vient du mime, vient du cirque, de la magie, et en même temps, il utilise ce qu'on appelle des images sensibles, c'est-à-dire il y a une interaction. Il propose par exemple l'expérience au spectateur de travailler avec son ombre, et l'ombre à un moment s'échappe du mouvement. On est habitué à être accompagné par son ombre ou être devancé par son ombre. Et là, eh bien, elle s'efface, elle peut apparaître à d'autres endroits. Donc, il utilise tous ces moyens et avec des applications comme Loop Motion, c'est-à-dire qu'il manipule. Alors, ça va des effets que l'on connaît dans la magie, mais également dans la création d'installations où le spectateur a une place. Et l'élément important aujourd'hui, c'est qu'on a pensé qu'on allait basculer dans le monde virtuel complètement, qu'on allait oublier le monde réel. Et finalement, on joue avec les deux aujourd'hui. C'est-à-dire que
on est bien là, mais la place de la narration par rapport à cette start-up qui est à la fois à caractère économique, mais en même temps qui est dans un écosystème créatif, eh bien, c'est de donner une place au spectateur dans le mode de narration, c'est-à-dire le faire jouer, d'être acteur dans ce mode de narration. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que là, on efface finalement la dimension technologique, elle disparaît, et finalement, on est face évidemment à ces images qu'il manipule, des images à l'écran qu'il manipule, et on voit une interaction entre ces images et lui. On a hâte de voir, évidemment. Voilà, et donc ça c'est le premier, alors il va être le premier candidat. Premier candidat retenu. Qui a été retenu. Et le second candidat, et c'est Music.com. Alors là, nous avons, parce qu'on est toujours à l'affût et en veille par rapport à, non pas seulement à l'innovation, parce que l'innovation c'est peut-être de l'innovation de service, là c'est le lien avec cette plus-value caractère artistique et culturel. Alors, on sait, l'entreprise qui va être au Numérique Lab a considéré que partout dans le monde aujourd'hui, d'abord tout le monde, les industries créatives, le monde discographique est très fermé finalement. Vous n'arrivez pas avec votre talent, simplement vous arrivez à la porte des télévisions, mais les télévisions, elles disparaissent progressivement parce que les usages changent. C'est-à-dire que des jeunes qui ont moins 20 ans, ils utilisent de moins en moins la télévision, ils vont beaucoup plus ils vont sur le net et ils vont trouver ce qu'ils ont envie de trouver ou découvrir. Ils ne regardent que ce qu'ils ont envie de regarder. Voilà. Cette entreprise a décidé de créer une plateforme où on donne une chance à ceux qui frappent aux portes des maisons de disques mais qui n'ont pas d'écho, ou aux télévisions, ou aux médias, et en offrant pour un mois, c'est-à-dire vous téléchargez, c'est-à-dire vous filmez avec votre propre téléphone portable, c'est simple, vous faites votre enregistrement, vous téléchargez, et vous allez directement sur Music.com. Donc ils proposent une application finalement pour tous les nouveaux talents musicaux qui veulent se produire. Si eux, ils ont sur les réseaux sociaux, si vous voulez, ils ont une communauté. Et donc, vous allez poster finalement votre vidéo. Donc, si vous voulez, le coût est moins. Et vous êtes pendant un mois un peu une star. C'est-à-dire que, alors évidemment, il va y avoir un vote à la fin pour que le lauréat soit choisi. Et vous avez un mois. Et pendant un mois, mais vous avez 50, 100, 150, 200 candidats. Et un jury se réunit. Et ce jury va décider qui va être le lauréat. Et le lauréat qui est choisi va bénéficier de quoi? De la part de cette entreprise, de l'enregistrement d'un single, donc en studio, dans des conditions professionnelles de studio, l'enregistrement d'un clip de promotion, la mise en relation avec les professionnels du milieu, puisque cette entreprise est composée de plusieurs compétences, complémentarités, Donc derrière, ce sont des grands, sans doute peut-être de la maison de disques ou de communication. Qui ont travaillé aux États-Unis, plus de 15 ans sur la maison de disques, mais ça veut dire que le paysage est en train de changer. D'abord par rapport à... Une start-up pour promouvoir les talents, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça s'adresse aussi à des jeunes talents qui sont hors des radars, qui sont aussi avec une expérience qui a été menée avec l'UNESCO et aussi avec les banlieues. En plus, c'est tellement varié la musique. Il faut voir le panel de styles musicaux, c'est énorme. Je suppose que c'est très difficile parce que, bon, on le sait tous, les grands médias, ils ont des audiences. Ils veulent absolument tenir l'audience. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait la sélection. Alors, il y a aussi le rôle de passeur parce que ce Music.com par l'expérience professionnelle dans les maisons de disques aux États-Unis et puis en France, ont évidemment des entrées auprès des radios, auprès des télévisions. Alors pourquoi pas IDFM Bien sûr, nous on en accueille plein des talents. On a une émission dédiée à ça chaque semaine. Voilà, donc voilà, si vous voulez, ce que un petit peu le casting en quelque sorte du Numérique Lab avec ces nouveaux talents que nous allons accompagner. On a hâte de voir ça, à la fois sur la magie, de voir comment peut évoluer la magie, et puis de voir donc comment, c'est toujours intéressant de voir des startups promouvoir les talents,
parce qu'il faut les repérer, les talents, et c'est tout là, c'est ça l'évolution de l'art finalement, ça a toujours été de repérer les talents, quel que soit le domaine d'application. Alors, dernières infos peut-être, Dominique Rolland, c'est l'actualité prochaine au Centre des Arts. Ah oui, et sur la ville, l'actualité, d'Anguin, bien sûr. Une densité d'actualité. Alors nous avons, oui, ce soir, donc Music Corner, mais on continue finalement le 24 avec les Cris de Paris, qui est une compagnie. D'abord, c'est une pratique du chant, hein, mais ils sont d'ailleurs labellisés par le ministère de la Culture, le ministère français de la Culture. C'est une compagnie à rayonnement international. Alors, ils ont été très connus sur la musique baroque et aussi sur la musique contemporaine. Et demain soir, ils seront avec d'autres expériences, c'est-à-dire que nous avons dans les lieux, il y a eu une cabine où ils ont proposé aux habitants, ça on est dans la dimension numérique, de déposer des comptines et puis tout ce que chacun en a appris dès l'enfance. Et avec ce dépôt qui était dans une forme d'urne, qui est digitale, celle-là, eh bien, ils ont recomposé à partir de là toute cette mémoire, cette oralité, et ils en ont fait un instrument où on peut aller consulter dans cette cabine demain soir. Et puis, avec très belle compagnie, c'est important. Puis c'est une grosse formation, les Cris de Paris. C'est une formation qui tourne beaucoup à l'international, qui est connue. D'ailleurs, j'ai pu voir qu'à Prague, dans différents endroits qui sont des hauts lieux, en particulier sur la musique classique, mais ils sont connus en Amérique latine également, en Argentine, et ils sont en résidence à Enghien-les-Bains, au Centre des Arts. Et puis samedi, nous avons Nueva Havana. Alors nous connaissons les relations entre Cuba et Enghien-les-Bains. Donc là, on rentre dans la musique cubaine. Là, on rentre dans la musique cubaine, mais classique. Alors voilà, c'est souvent la musique populaire cubaine. Et là, nous sommes avec Barbara Yáñez, qui est la première chanteuse de l'Opéra national de Cuba, soprano, et qui est accompagnée de Carla Martinez, que j'ai pu rencontrer il y a maintenant 5 ans, qui est une pianiste montante, puisque ces artistes sont aussi accueillis à l'Opéra Bastille, sont aujourd'hui, et c'est Enghien-les-Bains qui a quand même été un peu la révélation, parce que c'était les premiers concerts en Enghien, avec également Lester Chio, qui est lui clarinettiste et qui enseigne à Paris au Conservatoire de la ville de Paris. Voilà, donc trois belles soirées à Enghien voilà. À partir de ce soir. Voilà, donc mais pour Barbara Yáñez, il y aura 2 types de répertoires qu'on va aborder, c'est Ravel, c'est Gabriel Fauré, et c'est aussi le répertoire cubain qu'on connaît moins, c'est-à-dire de Moïse Simon, de Ernesto Lecuona. Ernesto Lecuona, rappelons que la musique en France a été marquée par l'arrivée de la musique cubaine en 1928 avec Rita Montaner qui a incorporé, parce que la chanteuse espagnole était malade à ce moment-là, elle a incorporé la revue de Josephine Baker comme chanteuse, et elle avait dans ses bagages des répertoires cubains, dont des rumbas, et un personnage important qui est Ernesto Lecuona, qui avait créé, j'en ai beaucoup parlé à l'époque avec Jean-Christophe Averti, pour les auditeurs qui connaissent, qui était un passionné de jazz, et moi passionné de musique cubaine, et on échangeait autour de Lecuona et sous Cuban Boy, c'était l'orchestre de Lecuona. Et Lecuona a beaucoup composé, comme d'autres artistes cubains, et les Français ont récupéré ça avec Maurice Chevalier, aussi des paroliers comme Vincent Scotto. Et vous savez, les musiques cubaines chantées en espagnol étaient retransformées en version français, mais version, vous savez, une version Montmartre, vous voyez, à la manière de Maurice Chevalier. Et tous ces répertoires vont être effectivement exhumés avec des chansons, mais aussi des boléros. Alors vous savez que dans le boléro, il y a, je dis ça pour nos auditeurs, puisque samedi, ils ont quand même un panel, une programmation qui est assez étendue entre la musique française et des interactions intéressantes dans la musique française et la musique cubaine. Mais également avec des boléros également, et des boléros qui... alors, je donne trois clés de sens au boléro. Dans ceux qui composaient le boléro à Cuba avaient toujours, c'était l'amour rêvé des thèmes, c'était l'amour partagé
Et troisième, c'était l'amour trahi. Vous voyez, Ah oui. 3 thèmes intéressants. Voilà. J'ai donc. Donc Il l'amour, reste encore- toujours l'amour, c'est vrai qu'il n'y a que ça qui compte. C'est un sujet, surtout avec sous les tropiques. Et donc du coup, 3 belles soirées à Enghien cette semaine. Et bien ce soir, au Centre des Arts, venez passer un apéritif dînatoire avec le groupe La Messe. Vendredi, ce sont les Cris de Paris. Et samedi soir, Barbara Yagnès, donc la chanteuse d'opéra cubaine qui va se produire sur la scène du Centre des Arts. Mais la culture, c'est pas fini. En tout cas, merci Dominique Rolland de nous avoir présenté tout ça. La culture, c'est pas fini parce qu'aujourd'hui, on inaugure la première rubrique culturelle de Léonard. Bonjour Léonard. Pour le chemin de la tournée, l'incomparable artiste revient enfin sur scène après son 10e album avec le Zazie Essentiel Tour, qui démarra le 29 mai prochain et sera au Casino de Barrière d'Enghien-les-Bains le 1er juin à 20h30. Pour plus d'informations, il faut qu'elle fasse combien la deuxième chronique vous rendre sur le site officiel de la billetterie. Là, je peux m'arrêter à 22h là. On enchaîne avec Double Mémoire, le film d'une durée d'1h52 sorti le 17 mai, cumule 4,6 étoiles pour la presse et 4 pour les spectateurs sur Allociné. Le film réalisé par Pedro Almodovar, présenté en compétition au Festival de Cannes 2019, représente une série de retrouvailles après plusieurs décennies de la vie d'un réalisateur en souffrance. Après Si, on va la mettre parce que sinon, alors là, je vais avoir un film gros sorti trou. le 15 mai cumule 3,9 étoiles pour la presse et 3,7 pour les spectateurs. Ce drame japonais met en œuvre la réaction de l'entourage d'un jeune couple annonçant son mariage. Pour ne pas oublier les mamans parmi la multitude d'expositions que l'on peut découvrir à Paris en toute saison, en voici quelques-unes à découvrir avec elle à l'occasion de la fête des mères ce dimanche 26 mai. On commence avec Van Gogh, La Nuit étoilée. L'atelier des Lumières nous entraîne dans l'univers de ce génie incompris de son époque, le temps d'une nouvelle exposition immersive d'une durée de 35 minutes. Et si votre maman n'est pas peinture, les robots débarquent à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui leur consacre un nouvel espace. Le 2 avril, Tu mets des FM avec la présentation des robots d'aujourd'hui et Ouais, non, mais demain, ce que je veux dire, c'est des qu'on robots met un industriels, truc, autonomes, humanoïdes, agricoles, médicaux et domestiques. Et si cela ne lui convient toujours pas, on conclut avec l'exposition Piercing au Musée de l'Homme, où l'on peut découvrir l'histoire du piercing, cette pratique qui remonte à la préhistoire, mêlant représentation artistique, objets préhistoriques, photographie et bijoux. L'exposition présente des pratiques du piercing depuis 45 000 ans, car si en Europe, seule la boucle d'oreille semble avoir traversé les époques pour devenir une tradition bien ancrée, aujourd'hui les Occidentaux ont opté de nouvelles modes et utilisent l'ensemble du corps comme moyen d'expression. Et tout cela est à découvrir jusqu'au 9 mars 2020. C'était la première rubrique de Léonard You, un jeune homme qui est en classe de seconde. Il faut donc le saluer parce qu'il va devenir notre nouveau chroniqueur culturel tous les jeudis d'Au Bar de l'économie. Tout de suite, on va passer la parole à Philippe Amourou, qui est président de l'association Maru Connecté. En même temps, il gère une agence qui s'appelle parisbeauté.fr qui fait de l'événementiel. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qu'il a créé il y a 3 ans maintenant, et pour développer 2 labels, Mon Commerçant Bien-Aimé ou Le Commerce Don. Alors Philippe Amourou, comment vous est venue déjà cette idée de connecter les commerçants finalement? De connecter les commerçants. Comme le disait très bien Dominique Rolland, effectivement, on parle de parcours sonore géolocalisable. Nous, on va parler de quartier augmenté. C'est-à-dire que la principale préoccupation maintenant des villes, c'est de savoir comment redynamiser l'activité commerciale des centres-villes, des commerces de proximité. Alors, comme vous et moi, on le savait que on ne veut pas dire c'est la faute des GAFA, non. C'est la faute d'une évolution d'un mode de consommation de vous, de moi. Qui va très vite. Voilà, qui va très vite. Et à la fois les centres commerciaux qui se sont implantés en périphérique, les GAFA qui nous ont donné des facilités de commenter sur votre canapé et de recevoir le produit aussi rapidement. Mais à la fois, on est parti d'un constat, l'association qui est créée depuis 3 ans, on a fait de la R&D, on va dire, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut sortir de produits intelligents qui puissent associer à la fois le digital, parce qu'on est tous dans le numérique maintenant, mais aussi de se dire comment on peut rester sur le terrain, c'est-à-dire comment on peut garder ce lien social. Donc nous, on travaille depuis 3 ans avec l'association et on lance là le produit actuellement, on est dans une campagne de notoriété auprès des radios. En tout cas, merci à vous aussi Florence de nous donner cette opportunité de s'exprimer. Et on s'est dit, on vit dans un monde qui va de plus en plus vite.
tout est très éphémère. On a une information qui est difficilement palpable parce qu'on a des multitudes de supports, la radio, les TV, les blogs, les sites internet. Et cette information, elle devient tellement éphémère qu'on n'arrive pas à la capter. Donc moi, c'est très simple. Je suis parti d'un conseil. Je me suis dit comment, tous les matins, quand je vais dans mon agence, comment je peux faire. Comment vous allez travailler? Je vais en vélo et tous les jours, je prends le même chemin. Et tous les jours, je découvre des nouveaux commerçants. Je dis, c'est quand même incroyable. Je fais toujours le même chemin et je découvre un nouveau commerçant qui vient d'ouvrir, hélas un qui vient de fermer. Il y a une mutation qui est de plus en plus forte et de plus en plus grande. Donc je me suis dit comment arriver à capter cette information sans qu'elle me submerge. Donc on est parti de ce constat-là et on s'est dit voilà, on va travailler avec le digital et on va travailler avec l'expérience terrain. Donc on a associé, on va dire, un outil de communication qui s'appelle Mon Commerçant Bien-Aimé, qui est, on va parler très simplement, qui est un réseau social. Et on s'est dit, cet outil, il est indispensable. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait la force d'une communauté? Qu'est-ce qui fait la force d'Amazon? Effectivement, c'est 1800 marques ou c'est 180 millions de références. C'est à la fois, c'est un nom. On s'est dit, si on veut faire communiquer tous les commerçants, tous ensemble, de manière égalitaire, voilà, sur un réseau social, on pourra avoir une information filtrée et fédérer ce flux d'informations qui est constant et qui est très éphémère. Je trouve le nom en plus très intéressant parce que Ma Rue Connectée, ça dit tout de suite. Voilà, Parce que ça veut dire qu'on est proche de chez soi. Finalement. On est proche de chez soi, c'est bienvenue dans mon quartier. Oui. Et souvent, alors soit on peut le faire comme ma femme le fait très bien ou moi aussi de temps en temps, mais on achète des magazines, on est inscrit à 10 newsletters, on lit un magazine, je déchire une page, tiens, il y a un nouveau commerçant, et on ne le garde pas l'information. Oui, où on se promène et on découvre qu'il y a une nouvelle alors, boutique. qu'est-ce que je faisais? Moi, je faisais une photo du commerçant, je la mettais dans mon répertoire, j'ai dit, tiens, quand j'y penserai, je l'oubliais. Donc concrètement, je me suis dit, Mon Commerçant Bien-Aimé, c'est une marque bien française, à nous, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe en bas de chez moi, tout simplement. Donc, le produit digital, c'est je crée mon fil d'actualité personnalisable sur Mon Commerçant Bien-Aimé en fonction de mes préférences de consommateur. Donc c'est ça l'originalité de votre start-up finalement. Alors, parce que on n'est pas alerté, on ne reçoit pas plein de publicités. Enfin moi personnellement j'aime pas. Ouais. C'est nous l'utilisateur qui mettons nos propres références. C'est bien ça? Tout à fait. Je vais vous donner un exemple, Florence. Je vais pas dire que vous aimez les sacs, mais vous aimez les lunettes. J'adore les sacs. Voilà. Alors vous aimez les sacs. Mais moi, j'ai envie de vous faire aimer les lunettes. D'accord. Donc j'aime les lunettes. Alors vous aimez les lunettes et vous aimez la cuisine italienne. Et voilà. Sur le fil d'actualité de Mon Commerçant Bien-Aimé, vous allez mettre vos préférences de consommateur. Et quand vous allez déclencher votre fil d'actualité, vous allez avoir, que vous soyez chez vous, à votre lieu de travail, ou à Nice, à Marseille, ou dans tous vos déplacements, vous aurez l'actualité des commerces qui correspondent en fonction de vos préférences de consommateurs. Et en plus, ça sera non intrusif, parce que pas de notification, c'est vous, quand vous lancerez l'application, qui recevrez. Et vos préférences de consommateurs, elles seront personnalisables. Oui, si demain vous avez envie vous êtes à Marseille, vous avez envie de voir qu'est-ce qu'il y a comme fil la dernière technologie ou par exemple un restaurant indien ou n'importe quoi, vous serez tenu au courant. Mais Mon Commerçant Bien-Aimé va beaucoup plus loin. Pourquoi? C'est pas seulement un fil d'actualité des nouveautés c'est à la fois tout un écosystème local. Sur Mon Commerçant Bien-Aimé, vous aurez les annonces locales de tous les commerçants. Je vous donne un exemple. Vous êtes un apprenti boulanger à Marseille, vous voulez monter sur Paris, et bien vous aurez un petit onglet sur l'application et vous verrez toutes les offres d'emploi publiées par les boulangers du 9e arrondissement. Donc ça aussi, c'est aussi intéressant parce que c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout un écosystème. Tout ce qui est tourisme, tout ce qui est locaux disponibles, tout ce qui est déstockage, effectivement. Voilà, en fait, c'est classé par catégorie, on va dire. Hein, il y a absolument. Une possibilité. Parce que quand un magasin ferme, malheureusement, c'est vrai, c'est malheureux, mais à la fois, à part mettre une grande pancarte sur son magasin, fermeture définitive des stockages, si par exemple il y a un magasin de lunettes qui ferme et qui a envie de déstocker, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il ferme, il veut vendre son stock. Donc, toute cette économie locale, nous, on l'a concentrée sur une application Mon Commerçant Bien-Aimé. On va beaucoup plus loin. Nous, on ne s'adresse pas. Pourquoi c'est une association? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de start-up. Alors moi, je trouve ça génial. Alors vous êtes en fait une start-up qui est sous forme associative. Associative. Pourquoi? Parce que nous, on s'adresse. C'est une prise de conscience collective qu'on adresse à tout le monde. On n'incrimine pas ni les GAFA, ni les centres commerciaux qui se sont installés en périphérique. Non, c'est un mode de consommation général. Donc on se dit, c'est tout le monde qui est concerné. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va s'adresser aux mairies et collectivités. Donc je lance un appel à toutes les mairies et collectivités pour mettre en place cet outil, Mon Commerçant Bien-Aimé, dans leur ville.
Donc Pourquoi? votre idée, en fait, c'est que ce soit la mairie qui finance la Qui base de finance. l'outil. Absolument, c'est-à-dire pendant 1 an ou 2 ans. Mais nous, on va encore beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas leur dire, voilà, on a un outil, mettez-le en place, mon commerçant va y mettre. Non, on va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'on fait une offre d'accompagnement aux mairies, on leur dit, voilà, nous, on va s'occuper de tout. On va vous envoyer des coachs numériques chez le commerçant qui va être créateur de contenu et de lien social. Donc, on a fait l'expérience dans le 9e arrondissement. On a fait une micro-expérience un peu pendant 3 ans et on s'est rendu compte que le lien social chez le commerçant, c'était indispensable. C'est vrai. Donc, quand vous faites un compte rendu, vous allez chez le commerçant, vous lui dites, vous avez une page Facebook? Ah oui, et puis de temps en temps, c'est ma femme qui fait un post ou mon neveu ou mon cousin. Qu'est-ce qui fait le ROI d'un retour sur investissement sur l'information? Ben, c'est que ce soit dans la durée et dans le temps. Si ce n'est pas fait régulièrement, ça vous rapporte 0. Bien sûr. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va faire une offre aux villes et aux collectivités. On va dire, voilà, pendant 12 mois, on va vous accompagner avec des coachs qui vont venir chez les commerçants. On va créer du contenu, on va leur apprendre à se servir de l'application. Et au bout de 12 mois ou 24 mois, ben, étant donné que l'application sera entrée dans les mœurs, eh bien, on n'aura plus besoin de nous. Alors Donc, vous avez dit donc que c'était que vous envisagez que ce soit la commune qui investisse Tout à à la fait. base. Oui, Ça coûterait combien pour Alors, une commune? voilà, c'est toujours. C'est le nerf de la Alors, guerre. C'est le nerf de la guerre, pourquoi? Je suis désolée. Oui, ben, je le comprends. Alors nous, on a fait, pendant ces 3 ans, c'était important aussi que je le souligne, on a fait le salon des maires. Ce qui nous a permis d'affiner un petit peu notre offre. On l'a fait il y a 2 ans, on l'a fait l'année dernière et on le fait encore cette année. On sera présent avec Maru Connecté. Alors, pourquoi on s'adresse aux maires? Je vous l'ai dit, parce que c'est une prise de conscience collective. Alors, il y a un coût qui est à peu près approximatif de 25 000 € pour la ville, pour l'année, pour mettre en place cet outil qui comprend tout. Les déplacements, les coachs chez les commerçants, on peut toucher environ entre 250 et 700 commerçants selon l'offre qu'on choisit. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va proposer en plus pour aller beaucoup plus loin? On s'est dit, les mairies, il y a les 3/4 qui vont nous dire, ah ben nous, on n'a pas d'argent. Et bien, on a mis en place un outil qui s'appelle le Commerce Don, qui est une plateforme de financement participatif, exactement comme il en existe beaucoup, et je vous donne la dernière en date qui a été mise en place pour Notre-Dame, qui a brûlé. Donc cette plateforme, ce Commerce Don, va permettre aux mairies d'aller trouver des donateurs locaux pour financer ces 25 000 €. Donc des entreprises, du particulier, pardon, excusez-moi, qui vont pouvoir mettre en place le Commerce Don dans leur ville. La particularité du Commerce Don, c'est que on peut financer ville par ville. C'est la particularité vraiment du Commerce Don. Donc, on a un outil de communication, on veut fédérer, on veut filtrer l'information, on veut donner la possibilité aux consommateurs, aux commerçants de s'exprimer, on veut donner aussi la possibilité d'échanger, de savoir ce qui se passe vraiment dans mon quartier, en bas de chez moi, au coin de ma rue, ça c'est primordial. Et ensuite, on s'est dit, le commerçant, c'est gratuit pour lui, c'est un réseau social. Le consommateur, c'est gratuit aussi. Mais à la fois, les mairies doivent avoir cette prise de conscience. Donc, on lance un appel, à partir de maintenant, à toutes les mairies et collectivités. On a déjà des bons retours. Oui, notamment dans le Var. Dans le Var, voilà, sur lequel, il y a 3 villes du Var voilà, qui veulent mettre ceci en place. Tout à fait. Donc, on s'est dit, allons plus loin. Merci beaucoup. J'ai dit, allons plus loin dans cette mise en place. Donc, comme le disait tout à l'heure très bien notre ami Dominique Roland, nous, on est vraiment sur un quartier augmenté. On va faire, si vous voulez bien, Philippe Amouron, on va faire tout de suite une pause musicale. On revient avec vous dans quelques minutes. Merci. Voilà, j'ai pas tout fait. Oui, venez boire, et puis après, on ressent Merci. Je suis désolé, hein, mais Non, mais c'est pas c'est possible. super grave. Ça. Merci, vous avez Ça raison. tombe, ça tombe. Pardon. C'est Offenbach, là? Ouais. C'est quoi ça? Est-ce que tu peux me prêter ta voix un jour? On fasse, moi je rédige les textes, 2-3 textes pour faire de la pub à la radio sur notre émission de Barthélémy. Très bien. J'ai fait genre jingle, tu vois, ça va. Et vous n'avez pas passé la messe? Si, on l'a fait tout à l'heure. C'est bien. Voilà. Bonjour, monsieur le contrôleur, les travaux Monsieur, finis. Il a raison. J'adore ce titre. Moi j'aime beaucoup l'électro. Enfin pas tout. Hein. Il y a tout, c'est comme tout. J'ai fait une crise de jeunesse.
Hein? Bah non, je m'adapte. Hein. Notre oreille, elle évolue avec... Je trouve qu'elle est bien équilibrée, celle-là. Non, c'est bien Offenbach. Pas tout, hein. J'aime bien. Bon, on y retourne, hein, parce que c'est un extrait musical chez moi. Je vais conclure juste avec, j'en ai pour 2 minutes, parce que la conclusion, c'est de dire justement, parce qu'on est un hub, un commerçant bien élevé, et on accueille toutes les solutions digitales, que nous, on ne vend rien. On génère juste une information, donc c'est ça que je vais parler pour qu'on comprenne bien. On y va? Au bar de l'économie, c'était un extrait de Rock It, le dernier titre d'Offenbach, un artiste qu'on aime beaucoup sur IDFM. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Dominique Roland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien et directeur du Centre des Arts, et de Philippe Amouroux, président de l'association Ma Rue Connectée, cette nouvelle start-up sous forme associative qui propose un réseau social pour fédérer les commerçants de nos villes, alors par 2 systèmes. On en a parlé juste avant la pause, c'est Mon Commerçant Bien-Aimé ou le Commerce Don, qui permet de financer justement ce réseau social. C'est bien ça, Philippe Amouroux? Tout à fait, c'est une triangulaire qui est très bien expliquée. On a créé un outil, on s'est dit il faut trouver de l'argent, donc on a créé un outil de financement, voilà, qui est à la disposition de toutes les mairies et les collectivités. Alors on est en train d'aborder aussi le plan d'action cœur de ville qui a été mis en place par Emmanuel Macron et qui permet, sur une sélection de 222 villes, d'avoir du budget et de pouvoir être directement pris en charge par ce programme-là. Donc on est en ce moment sur plusieurs axes. Alors, pour finir un petit peu, pour bien comprendre, nous, Mon Commerçant Bien-Aimé, on fédère, on structure l'information. On ne vend rien du tout. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une marketplace, nous ne sommes pas... Mais à la fois, nous sommes un hub. C'est-à-dire que notre application Mon Commerçant Bien-Aimé va pouvoir accueillir, si par exemple on arrive dans une ville et qu'une ville a mis en place une marketplace, elle pourra venir s'uploader sur notre application. Si par exemple un commerçant a aussi sa marketplace, si on veut mettre du paiement sans contact, de la livraison du dernier kilomètre, enfin toutes ces applicatifs et ces applications qui existent pourront venir sans aucun souci. Ça c'est important parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont malades, handicapés ou personnes âgées, par exemple, et donc c'est important qu'ils se fassent livrer. Qu'ils se fassent livrer. Donc il faut bien qu'on comprenne que nous on ne vend rien, on fédère juste l'information. Comme je le disais tout à l'heure, on est dans un écosystème maintenant où on est tellement assailli par une information qui arrive de tous les côtés. Nous, on la fédère au cœur de votre ville. Qu'est-ce qui se passe en bas de chez moi? Voilà, une nouvelle entreprise dans l'économie solidaire. C'est votre association, Ma Rue Connectée. Et excusez-moi, je voudrais finir par une citation que je trouve qui colle vraiment à notre... c'est une citation de Montesquieu. L'histoire du commerce est celle de la communication des peuples. Et oui, c'est vrai. Je trouve qu'elle nous colle très bien et ça représente tout ce qu'on a mis en place pendant ces 3 ans. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Ma Rue Connectée, Philippe Amouroux. On vous souhaite bien sûr beaucoup de succès parce que les défis de monter une entreprise ou une association, c'est important à notre époque. Merci. On va tout de suite accueillir Bruno Vigoureux pour sa chronique Son secret de cuisine du jour. Alors Bruno, on part à nos fourneaux pour faire quoi aujourd'hui? Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette à base de légumes. C'est la saison, alors il faut en profiter. Déjà la semaine dernière, je vous ai proposé une fricassée de légumes. Là, on va continuer, mais avec un seul légume, du brocoli. Là, je vois la tête de Philippe, notre technicien, qui se décompose. Mais Philippe, c'est excellent le brocoli, et quand vous aurez fait cette recette, vous le trouverez encore meilleur, car on va faire un gratin de brocoli à la crème et au lard. Rien de sorcier, que du plaisir à réaliser ce plat pour 4 personnes. Vous prévoyez 30 minutes de préparation, 45 minutes de cuisson et 30 minutes de repas. Vous avez donc besoin d'un gros brocoli ou de petits, il vous faut en fait 500 grammes environ, du lard fumé, 50 grammes de farine, 50 grammes de beurre, 1 litre de lait, 75 grammes de comté râpé, 50 grammes de noisettes décortiquées, une gousse d'ail, du sel et du poivre. Pour commencer, vous préchauffez le four à 200 degrés. Vous découpez le lard fumé en lardons. Dans une casserole, vous faites chauffer doucement le lait jusqu'à frémissement. Vous le retirez du feu. Vous ajoutez les lardons et le comté râpé. Vous couvrez et vous laissez infuser une trentaine de minutes. Dans une autre casserole, vous faites fondre le beurre. Vous retirez du feu et vous ajoutez la farine en une fois. Vous fouettez aussitôt pour mélanger et remettez sur feu doux. Vous laissez chauffer 2 minutes. Vous versez un peu de lait infusé et filtré.
Vous fouettez pour mélanger sans faire de grumeaux, vous laissez épaissir un peu sur le feu, puis vous ajoutez le reste de lait. En fait, vous réalisez une béchamel. Ce n'est peut-être pas la peine de mettre tout le lait, c'est à vous de voir en fait en fonction de l'épaisseur de la sauce. La béchamel, dans l'idéal, doit napper le dos de la cuillère. Vous retirez du feu, vous salez, poivrez et réservez au chaud. Vous détaillez le brocoli en récupérant les sommités et vous le faites blanchir dans une casserole d'eau bouillante salée. Vous égouttez et vous les plongez aussitôt dans de l'eau glacée pour que le légume conserve sa belle couleur verte et puis aussi pour stopper la cuisson. Puis vous concassez les noisettes dans un moule à gratin ou des moules individuels que vous aurez avant frotté à l'ail. Vous répartissez le brocoli, vous versez la béchamel parsemée de noisettes et de morceaux de lard et vous enfournez pour 20 minutes jusqu'à ce que le dessus du plat commence à dorer. Vous allez voir comme c'est sympa comme plat. Vous pouvez faire un petit pavé de saumon si vous souhaitez avec. J'ai fait ce plat il y a peu de temps et c'est vraiment agréable. Vous pouvez l'accompagner avec un chinon blanc et ce sera alors un vrai petit plaisir. Bon repas. N'oubliez pas qu'on se retrouve à 13h30 dans l'émission Sport en Val d'Oise avec comme invité Evelyne Christin qui s'occupe de la Fondation du Sport en Val d'Oise. À bientôt. Merci beaucoup Bruno. À jeudi. Ah non, pas jeudi prochain, c'est férié, ou jeudi suivant. En tout cas, merci. Je voulais aussi remercier nos auditeurs sur Facebook. Nos invités d'aujourd'hui leur plaisent car ils vous félicitent et je pense qu'on a hâte de voir tout ce que vous avez annoncé aujourd'hui. Tout de suite, on va rejoindre Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, qui reçoit Bastien Alex, responsable de la défense du climat à l'IRIS et qui nous fait déjà un premier bilan de la COP24. Bonjour Pascal. L'invité aujourd'hui est Bastien Alex, chercheur à l'IRIS et qui est responsable au sein de cette institution de l'Institut de défense et climat. Vous avez travaillé sur les questions d'environnement, de protection du climat et ses impacts stratégiques. Quel bilan tirez-vous de la COP24 qui vient de s'achever à Katowice aujourd'hui? Alors la COP24, j'ai bien compris, comme une COP technique, mais elle est bien tout autant politique que la COP21 qui nous a permis d'arriver à l'accord de Paris. On passera à la suite la semaine prochaine. L'idée de cette COP, c'est tout simplement de parvenir à l'élaboration du règlement de mise en œuvre de l'accord de Paris. Pour l'instant, l'accord de Paris existe, maintenant il faut qu'il soit effectif, véritablement en œuvre. Il faut décider de ses modalités d'application. Et évidemment, c'est des débats qui sont très politiques. L'objectif numéro 1, bien sûr, c'est de travailler d'abord au rehaussement des ambitions de réduction des émissions. Vous savez qu'on doit limiter l'augmentation de la température à 2 degrés d'ici 2100 et pour cela, il faut agir sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'est encore une fois de se répartir l'effort, ce qu'on appelle le burden sharing, donc se répartir l'effort de réduction des émissions. Et évidemment, là-dessus, il y a des dissensions assez fortes entre les États qui ont été aussi causées par la décision de certains de vouloir sortir des accords. Donc ça, c'est le premier objectif, parvenir à un rehaussement des réductions d'émissions, puisque pour l'instant, on n'est pas du tout sur cette trajectoire de 2 degrés, voire 1,5 degré, qui a été donc tracée par le GIEC, sur laquelle les États se sont entendus en 2015. On est plutôt sur une trajectoire de 3,2 degrés. Et là, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est donc le rapport sur les émissions, le gap sur les émissions qui nous l'a fourni, cette appréciation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'augmenter nos objectifs de réduction pour arriver à se mettre sur cette trajectoire de 2 degrés, voire 1,5 degré. Donc il y a un engagement global et ensuite au sein de cet engagement global, il y a des engagements État par État qui ont une sorte de feuille de route, un engagement national de réduire leurs émissions. Comment cela se passe? On a quand même beaucoup parlé d'un échec par rapport à cette COP24 qui s'est tenue en plus avec un président polonais qui a accueilli en tenue de mineur le secrétaire général des Nations Unies. Oui, alors évidemment c'est toujours le même problème au sein des COP. L'idée c'est de réussir à mettre d'accord 196 parties sur des objectifs de réduction, sachant que pour certains pays ces objectifs de réduction vont quand même grandement miner leur croissance et portent atteinte à leur modèle de développement. Donc l'échec il est toujours celui que l'on connaît depuis à peu près 2009. Ce qui est important de rappeler c'est qu'en 2009, au moment de l'échec de la conférence de Copenhague, on a finalement renverser la hiérarchie des normes. Auparavant, c'était le secrétariat de la Convention climat qui fixait les objectifs de chaque État. Depuis 2009, on est passé à un système dit de top-down à bottom-up où ce sont les États qui proposent des objectifs de réduction. Donc évidemment,
les objectifs proposés par les États sont moins ambitieux que ceux que voudrait le secrétariat de la Convention climat. Donc aujourd'hui, il y a effectivement cette bataille pour en faire le moins possible et on négocie finalement sur le gap à combler entre ce que proposent les États qui nous placent sur une trajectoire 3,2 et ce qu'on devrait faire qui devrait nous placer normalement sur une trajectoire 2 degrés. Alors évidemment, la Pologne est accusée à juste titre d'être un pays qui est plutôt un mauvais élève en Europe, qui a tendance à bloquer le rehaussement des ambitions au niveau européen. C'est pas le seul pays, l'Allemagne n'est pas non plus un grand défenseur du rehaussement des ambitions. Évidemment, le président polonais a surfé aussi sur la crise des gilets jaunes en France, mais là on comprend bien la limite du processus, c'est comment faire pour que 196 parties, encore une fois, se mettent d'accord quand elles ont des modèles de développement totalement différents, des intérêts stratégiques et économiques totalement différents. Aujourd'hui, la Pologne produit 80% de son électricité à partir du charbon. On comprend qu'elle et pas exactement la même attitude que la Suède dans un processus qui pourrait mettre à mal son secteur charbonnier qui est vital pour elle. Encore, la Pologne reste signataire des accords de Paris. Il y a un pays qui les a quittés, les États-Unis. Il y en a un autre, et non des moindres, le Brésil, qui menace de suivre la voie tracée par Donald Trump. Est-ce que ce départ déjà enfin annoncé et acté des États-Unis et probable du Brésil vient tuer dans l'œuf les accords de Paris, ou est-ce qu'ils peuvent survivre au départ à la fois des États-Unis et du Brésil, où, faut-il le rappeler, se situe l'Amazonie, qui est considéré comme le poumon de la Terre. Alors, concernant l'annonce de sortie des accords de Paris, pour l'instant, on est toujours dans l'annonce, côté américain. Donc, ça a été dit par Donald Trump, c'était un objectif de sa campagne, aussi une promesse de campagne. Donc, il l'a annoncé quelques mois plus tard, je crois que c'était en juin, 1er juin 2017. Lui, donc, sa volonté d'en sortir, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il ne peut pas encore sortir, puisqu'il y a des dispositions qui servent de pare-feu. La décision de sortir d'un accord qui a été, en tout cas, adopté et signé par son prédécesseur ne peut pas être effective tout de suite. Donc l'idée, c'est que le délai se décalerait dans le temps jusqu'à 2020 et que peut-être s'il y avait un autre président élu en 2020, il pourrait revenir sur cette décision. Mais concrètement, pour l'instant, l'annonce de Donald Trump a eu un impact, par exemple, sur la promesse de participation des États-Unis au financement de la lutte contre le changement climatique. Là, il y a plusieurs milliards de dollars qui ont été gelés et qui ne seront pas versés au Fonds vert qui contribue à cette fameuse enveloppe de 100 milliards de dollars par an. Donc les États-Unis ne sont pas encore complètement sorti. Par contre, évidemment, l'annonce du pays... Il y a des types d'engagement dans l'accord de Paris. Il y a l'engagement de réduction des gaz à effet de serre et l'engagement pour certains pays, pour les plus développés, de contribuer à aider les pays les plus démunis à respecter cet engagement. Voilà, donc Donald Trump, pour l'instant, agit sur les deux leviers, puisque globalement, il ne va pas annoncer d'efforts supplémentaires de réduction. Il ne va pas donc annoncer non plus d'efforts supplémentaires de financement. La petite note d'espoir, c'est qu'à l'époque, quand il a fait cette annonce, il n'y a pas eu d'effet domino que l'on craignait, c'est-à-dire une annonce de sortie en cascade des pays, ça aurait pu être le cas. Il a été très largement critiqué à la fois par la communauté internationale, mais également dans son propre pays, par des institutions, les États fédérés aussi. La Californie est en pointe sur la lutte contre la position de l'administration américaine, ce qui nous fait dire que ce dont on a besoin, c'est peut-être plus des États-Unis que de l'administration Trump dans la lutte contre le climat. Et à la fois des entreprises, des collectivités ont pris l'engagement de respecter en principe les accords de Paris, de respecter la loi de New York, la Californie, qui sont quand même des acteurs importants. Oui. Donc ça c'est, on va dire... Mais par contre, eux ne le financent pas. Ils ne participent pas au fond vert. Ils vont limiter leurs émissions à effet de serre, mais ils ne vont pas participer au financement de la lutte globale. Alors, ce qui est intéressant dans les évolutions récentes des négociations, c'est qu'on voit que les acteurs non étatiques se positionnent aussi maintenant sur les financements. Enfin, ça fait longtemps, mais en tout cas, il y a une volonté parfois qu'on note de prendre le relais vis-à-vis des États qui peuvent se désinvestir du processus. Donc ça, c'est quelque chose de notable et d'important qui permet, alors non pas d'atteigner totalement la portée du discours du président américain, mais en tout cas, dans les effets, ça permet de limiter l'impact du retrait à venir peut-être des Américains. Alors côté Brésil, effectivement, ça a été annoncé pendant la campagne. Bolsonaro voulait sortir des accords de Paris, qu'il considérait comme délétères pour l'économie brésilienne. C'est une position sur laquelle il est légèrement revenu aussi, je crois, entre les deux tours, en disant que, pour l'instant, il considérait possible pour le Brésil de rester dans les accords,
à la condition que leur application ne mette pas en péril l'économie brésilienne. Alors là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais on sent qu'il a un petit peu rétro-pédalé. Le problème aussi donc de cet accord de Paris, c'est qu'il n'est pas contraignant, que les États peuvent décider d'en sortir sans être victimes de sanctions, mais ça fonctionne sur un système qu'on appelle blame and shame, finalement de respect de la parole donnée, et la pression peut être exercée par les autres États partenaires à travers d'autres moyens. Par exemple, certains observateurs évoquaient la possibilité pour le Brésil d'être mis en défaut par ses partenaires s'il veut signer des accords de libre-échange ou s'il veut favoriser l'exportation de ses marchandises agricoles en Europe. Par exemple, l'Union européenne est globalement fait bloc avec les sanctions qu'on connaît à l'intérieur au niveau allemand et polonais, mais est aussi en mesure de négocier et de contraindre les pays qui veulent accéder à son marché de respecter l'esprit des accords de Paris. Donc c'est comme ça qu'on espère que l'accord pourra être mis en œuvre, et en tout cas les blocages pourront être limités. Mais encore une fois, il n'y a pas de sanctions prévues directement sur les pays qui ne respecteraient pas l'esprit. À l'inverse des États-Unis, la Chine, qui était considérée comme le très mauvais élève de la classe climatique et qui avait signé de façon qui avait un peu surpris les observateurs un accord bilatéral avec les États-Unis avant de signer l'accord de Paris, la Chine, elle, semble respecter et semble finalement vouloir jouer un rôle moteur dans la protection de l'accord de Paris et dans la lutte contre la dégradation climatique. Oui, alors ça, c'est aussi un des éléments qui a permis le succès de l'accord de Paris. Sans cet accord entre Chine et États-Unis à l'aube de la COP 21, il n'y aurait pas eu d'accord à Paris, ça c'est certain. Donc ce binôme qui a été le binôme responsable du renversement en 2009 à Copenhague a aussi permis la signature des accords de Paris. Alors ça a surpris tout le monde effectivement, mais la Chine a une réflexion de longue date sur ce sujet qui est selon moi principalement portée non pas par des exigences environnementales, mais plutôt par une réflexion de long terme sur la capacité du régime chinois à se maintenir dans le temps. C'est un régime, on le sait, autoritaire. Mais l'environnement fait partie des sujets de contestation possibles, et le pouvoir chinois s'est rapidement rendu compte qu'effectivement, s'il ne prenait pas en compte le problème de la pollution atmosphérique et les revendications, mais qui n'émènent pas uniquement de la classe moyenne qui s'est fortement développée en Chine ces dernières années, il allait droit dans le mur. Donc il a été obligé d'intégrer ces revendications et ce problème de la pollution de l'air, qui est d'ailleurs un fléau sanitaire assez important. Donc il a dû faire ce changement de trajectoire, et c'est pour cela qu'il s'est investi dans la transition énergétique. En grande partie, c'est pour préserver sur le long terme son assise et préserver le régime. Donc aujourd'hui, la Chine est le premier pays qui investit à la fois dans le solaire et dans le renouvelable. Elle compte pour à peu près la moitié des investissements dans le secteur des énergies renouvelables chaque année. Donc ça représente plus de 150 milliards de dollars. Et c'est une transformation heureuse pour la Chine, pour le régime chinois, mais aussi pour le monde, puisque on rappelle que la Chine est depuis maintenant plusieurs années le premier émetteur. Donc sans transition énergétique en Chine, il est difficile d'imaginer d'impacter ou d'avoir un effet levier important sur la réduction des émissions. On sait qu'il y a 1 million de personnes qui meurent du fait de la mauvaise qualité de l'air en Chine chaque année, que vivre à Pékin correspond à fumer 2 paquets de cigarettes par jour, mais pour la première année, l'an dernier, il y a une baisse de la dégradation de l'air, il y a une amélioration de la qualité de l'air à Pékin. Donc les Chinois ne veulent pas contester le régime, ils peuvent contester certaines actions du régime, et c'est donc en grande partie pour les questions de politique intérieure, si on vous entend bien, que la Chine a pris ce tournant vert. En tout cas, c'est ma conviction. Je pense qu'effectivement, le pouvoir a compris que négliger cette composante de la réalité le mettrait en porte-à-faux et risquait de menacer à terme tout simplement sa pérennité. Donc l'impact il est important, puisque aujourd'hui donc la Chine est le premier porteur d'investissement sur les renouvelables, donc premier pays à installer des nouvelles capacités de production d'électricité renouvelable. Après, il faut bien comprendre que bien que ça soit la locomotive des investissements dans les énergies renouvelables, ça reste un pays qui continue d'investir aussi dans le charbon, et dont la contribution à l'effort de réduction est pour l'instant limitée. Je rappelle que la Chine ne fait pas partie des pays qui doivent, eux, absolument respecter un objectif de réduction d'émissions. Ils ont proposé une contribution qui est d'atteindre leur pic d'émissions à horizon 2030. Donc ça veut dire que globalement, les émissions vont continuer à augmenter jusqu'en 2030. Donc ça aussi, c'est un problème. Merci Bastien Alex pour ce tour d'horizon des pays et de leurs efforts ou de leur non-efforts dans la lutte contre la dégradation climatique, le tout sur fond de la COP 24 qui se tient à Katowice et qui se... Merci beaucoup Pascal Boniface et à Bastien Alex pour ce premier bilan de la COP 24. Pour ma part, je vais remercier tous nos auditeurs, qu'ils soient en FM, en web radio ou sur Facebook. Merci aussi à tous ceux qui commentent pendant l'émission, que je passe à nos invités, rassurez-vous.
je leur transmets ce que vous nous écrivez. En tout cas, pour ma part, je vais souhaiter une très belle fête des mères à toutes nos mamans ce dimanche 26 mai. Et surtout, allez voter, c'est important. Je vous ai expliqué en info toute la semaine pourquoi. Et je vous ai, surtout ce matin, je vous ai bien présenté tous les partis. Si vous ne les connaissez pas, eh bien réécoutez cette émission sur Facebook, page IDFM Radio Anguin. Pour ma part, je vous retrouve lundi. Demain, vous avez rendez-vous avec Jacqueline Voraz. Très belle fin de semaine à vous tous et à lundi. Sur